Il y a des livres, des romans qui provoquent un choc durable. Le sang noir de Louis Guillou en fait partie, car Guillou, fils de cordonnier, est un de ces écrivains qui ont choisi une fois pour toutes le camp des petits, des victimes, des humiliés, des oubliés de la société. D'ailleurs, toute sa vie aura bien été en accord avec son écriture. Ami de Malraux et de Camus, Louis Guillou offre ainsi une voix à part dans le concert littéraire du siècle. C'est un écrivain important et il méritait qu'on le redécouvre à l'occasion du portrait qu'en trace ce soir Josiane Mess. C'est le 83e numéro de cette collection. Écoutez, une vie est une vie. Comme disait Malraux, une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Bien sûr, mais enfin, si vous me parlez de la mienne, elle s'est déroulée pendant le siècle, c'est-à-dire de guerres, des révolutions, des coups de fusil partout, et la pauvreté, le chaos. Est-ce que vous pensez que c'est drôle? Désabusé Louis Guillou, ironique, insensible, pudique plutôt et solitaire, profondément habité par le malheur de l'homme mortel. S'il dit ouais, du bout des lèvres, du fond du cœur, il n'en pense pas moins. Il faut voir. Et son regard est celui d'un homme qui a exploré le monde des apparences pour faire se refléter le plus simplement possible dans son écriture les scènes poignantes qui ont marqué toute sa longue vie. Louis Guillou naît le 15 janvier 1899 à Saint-Brieuc, dans une famille de cordonniers dont il est le troisième enfant. Son père est un homme franc, courageux, mais taciturne. Son adhésion à la toute nouvelle section SFIO de la ville coûte cher aux siens. Dans une petite cité comme la leur, il faudrait savoir se surveiller et le cordonnier ne se cache pas. La bourgeoisie catholique ne lui pardonne pas ses activités syndicales. Ses affaires marchent mal. Manque de travail et manque d'argent, expulsion, mise au banc, peur d'être chassé. Louis Guillou gardera gravé à l'esprit ces marques et il fera de l'exil social de ceux qu'il nomme les prolétaires un des thèmes fondateurs de son écriture. Du côté de sa mère, on a l'ailleurs dans le sang. Louis hérite d'elle une intense aspiration à la spiritualité, en même temps qu'un refus viscéral des attaches, quelles qu'elles soient. Et c'est là aussi une des préoccupations qui nourrira toute son œuvre. Place de la Grille, place Saint-Pierre, les Guillou déménagent 5 fois en 10 ans. Seule stabilité au milieu de ces changements, la ville elle-même, ses pierres et ses rituels. Les processions le bouleversent. Au-delà du rassemblement religieux, l'enfant voit la masse des hommes, le cortège des corps, la foule qui s'avance. Plus tard, l'adulte associera ces images à d'autres foules en marche. Et c'est sur la procession de l'enterrement de son héros que s'achève le sang noir. Le ciel s'était assombri. Encore une fois, tout se recouvrait de gris et soudain, dominant le bourdonnement de la foule et tous les bruits confus de la ville, l'énorme voix du bœuf se fit entendre. Le bœuf avait dû flairer quelque chose, renifler quelque part une odeur de mort, et il saluait sa proie. Le cortège avançait comme une procession, à pas lents, enveloppé dans ce son de cloches graves et noires, comme un châtiment.
La tradition familiale le destinait à devenir cordonnier. Coup du sort, il ne le devient pas. J'avais eu une maladie dans la prime enfance, la toute petite enfance, une ostéomyélite, c'est-à-dire une tuberculose des os, et qui m'avait atteint à une main. Et alors, il était entendu que je ne pourrais pas faire un ouvrier. Et tout est venu de l'instituteur, qui a dit à mon père, ils étaient assez copains, non? Qui a dit, bah, il faut le laisser à l'école. Il découvre alors une autre maladie tout aussi terrible, la trahison. Une fois élu Boyer, le candidat des socialistes aux élections municipales trahit les siens. Cette traîtrise marquera toute la vie de Louis Guillou. Homme de gauche, il n'adhérera jamais à aucun parti politique. Elle marquera aussi son œuvre, car le récit qu'il fera plus tard de cet épisode constituera bel et bien sa naissance au métier d'écrivain. Mais lui-même se trouve très tôt en porte-à-faux avec son propre milieu. Et puis un peu plus tard, après le certificat d'études, il a dit, bah, il n'est pas plus bête qu'un autre, on va le présenter aux bourses. Ce qu'on a fait. Et je suis entré au lycée. Je ne sais pas si je dois m'en louer. Peut-être pas. C'est un problème sur lequel on ne peut pas parler hâtivement. Mais enfin, c'en est un. Ce qu'il y a de sûr, c'est que j'étais boursier jusqu'en seconde. Mais je faisais mon lycée entre 1912 et davantage, puisque la guerre est arrivée entre-temps. J'avais 2 sœurs qui travaillaient, j'étais le bourgeois de la famille. Hein? Le bourgeois de la famille. Encore une fois l'ironie pour taire le malaise. Pudeur. Car au lycée il vit mal. Il est coupé du monde d'où il vient. Il n'est ni parmi les siens, ni avec les autres. Il n'a plus de repères. Qui est-il, lui? Où est le bien? Où est le mal? Où est la vérité surtout? Quand on pense qu'il a mis toute sa vie et que ça l'a torturé, l'enfant, à avouer un péché de jeunesse, et qui était un péché tout à fait véniel, c'était un devoir qu'il avait copié. Il s'était fait faire une rédaction par quelqu'un. Il a eu la meilleure note, mais en même temps, le professeur Padup lui a dit qu'il avait roulé. Oui. Et ça l'a torturé toute sa vie. Et il a fini par l'avouer à la fin, dans ses derniers écrits. C'est quand même... Je ne connais pas d'autres exemples. Oui, extraordinaires. Une autre école se profile. La guerre vue de l'arrière. C'est une ironie désespérée qui inspirera l'antimilitarisme du héros du sang noir. Non, pas de ruban. En bonne justice, il faudrait leur remettre aux uns la tête, aux autres une jambe ou un bras, hein? Que serait cette Madame Fauvel avec la tête de son valet de chambre accrochée par les cheveux à son sein? Et Nabucet avec une jambe rivée à la boutonnière de sa requimpette? Et ainsi de suite? Aux femmes amoureuses, aux belles Iseutes, on ferait de splendides colliers avec les yeux pétrifiés de leur Tristan. Quant à Monsieur Bobineau, ah, celui-là, il aurait droit à un cadavre tout entier. La guerre d'un côté, les livres de l'autre. Louis découvre la littérature russe, mais surtout, il tombe sur la trilogie des Vintras de Jules Vallès, qui lui apprend qu'il ne faut pas aimer contre. On n'aime pas bien le peuple parce qu'on hait le bourgeois. Les mutilés de la guerre, c'est la vérité qui déboule. Un peu plus de vérité encore. Et le jeune homme ne supporte plus d'être à la charge des siens. Il veut à la fois être utile et libre. Je vais trouver le proviseur et je lui ai dit, bah, engagez-moi comme surveillant, je renonce à ma bourse. Et là, je suis tombé sur un homme épatant qui m'a fait le petit discours qu'il devait me faire. Oui, bien sûr, mais enfin, vous suivrez les cours. On avait besoin de personnel, c'était la guerre, les gens étaient mobilisés. Moi, j'avais 17 ans. Et il m'a embauché comme surveillant. C'est comme ça que j'ai fait mes études. Cette tradition d'artisan, on la retrouve dans la volonté de Louis Guillou de dire toujours « mais moi je suis à mon compte, je suis artisan ».
Et dans une lettre qu'à un moment il adresse à Jean Guéhenno, il lui dit « J'ai retrouvé un vieux carnet de mon grand-père, il y avait tous ses comptes. Et nous, demande-t-il à Guéhenno, qu'est-ce que nous laisserons comme carnet de comptes ?» Et pour Louis Guillou, on peut dire qu'être écrivain, il n'a fait que cela pratiquement au bout d'un moment, c'était véritablement un métier. Chaque jour, il fallait se mettre à l'ouvrage. Se mettre à l'ouvrage, être à son compte, rendre des comptes. Ces mots lancent des passerelles d'un bord à l'autre de l'œuvre. Cette année 1917 est fondamentale. C'est à la fois l'année où tout casse, où il rencontre Jean Grenier et où il fait la connaissance de Georges Palante. Celui-ci enseigne la philosophie au lycée et tout les rapproche. Il inspirera le personnage central du Sang Noir, M. Merlin, surnommé Crépure, à cause de la critique de la raison pure de Kant. Dans sa peau de bique, Crépure fit à Moka l'effet d'un animal monstrueux qui sortirait de l'eau, où une main cruelle l'aurait plongé et maintenu longtemps. Ou peut-être aussi d'un pauvre type qui fait les 100 pas sur le quai d'une gare en attendant l'heure de son train et qui grelotte de froid. Palante rêvait de partir, Crépure aussi. Partir n'était peut-être pas aussi difficile qu'ils avaient l'air de le croire. Et c'était au fond la seule manière de se justifier, de se mettre enfin d'accord avec soi-même. Fuir, rompre au moins avec un monde pourri, puisqu'il n'avait pas la force d'en vouloir un autre. Avec Jean Grenier, Louis Guillou aussi rêve de partir. Il arrive à Paris au moment de l'armistice. Comme bien des provinciaux, il est fasciné mais a du mal à s'adapter à ce mode de vie. Il retourne donc à Saint-Brieuc, qu'il n'aime pas davantage, et qu'il rebaptisera à la russe Bœuf-Gorod, la ville des bœufs, ou encore Cloporte-Gorod. L'écartèlement qui sera le sien jusqu'à la fin de ses jours commence. Il a besoin de l'agitation de la capitale pour le brassage d'idées qu'elle lui procure, mais il ne peut se retrouver que chez lui. Il arriva sur la petite place où habitait Moka. Si l'on avait pu rêver que les bœufs aient jamais vécu en société à l'image des hommes, et qu'eût germé dans leur cervelle de bœufs l'idée de construire une église à leur image de bœufs, cette bâtisse opaque eût fourni un merveilleux exemple d'architecture bovine sur quoi la sagacité des petits archéologues bovins eût pu s'exercer. Au fur et à mesure que j'ai grandi et que j'ai pris conscience de ma condition, et j'entends par là la condition prolétarienne, comme on disait à l'époque, n'est-ce pas? Je me suis aperçu d'une chose bien simple, c'est qu'on vivait dans un monde dit chrétien, n'est-ce pas? Où personne n'était le frère de l'autre, dit républicain, où les citoyens étaient égaux, c'était pas vrai, où on était obligatoirement étranger et considéré et tenu pour tel. En somme, un monde d'esclavagistes. Il l'est resté, et c'est encore comme ça. Je n'ai pas pensé autrement de ma vie entière. Il est venu à Paris, vivre souvent dans des mansardes où il a mené une vie à la fois passionnante et très difficile. Un jour, je lui disais, ce qui a manqué à tel personnage, c'est d'avoir connu les difficultés que tu as connues. Il m'a dit, tais-toi, tu parles de ce que tu ne connais pas. C'était vrai, je me suis tue. Mais il a connu vraiment des moments très difficiles, d'autant plus qu'il avait en même temps déjà une certaine raideur vis-à-vis des autorités, de tout ce qui paraissait pesant. Il était toujours sur la défensive, sur ce qu'il disait toujours, vous le savez bien, je suis à mon compte, ça revenait souvent. Et puis pas question, pas question.
Pas question de se laisser contraindre non plus à l'intransigeant, où il affûte ses outils de futur écrivain en croquant des scénettes aussi bien au journal que dans la rue. Histoire de tempérament et de milieu, il ne sera jamais à l'aise dans le journalisme. Il préfère rester pauvre plutôt que de ne pas être tout à fait libre. Le suicide de Georges Palante donne d'ailleurs une nouvelle résonance à cette soif de liberté. Louis Guilloux est profondément choqué par cette mort. Il perd en effet bien plus qu'un ami. Mais en disant non à un monde qu'il refusait, Palante lui a désigné la seule voie qu'il ait désormais à suivre. Écrire. Écrire. Ne plus cesser d'écrire. Sa rencontre avec Max Jacob est essentielle sur un autre plan, celui de la spiritualité. Entre deux, la fusion est totale. Max Jacob racontait que la Vierge lui était apparue dans le métro. Alors Louis lui dit « Ah, et qu'est-ce qu'elle t'a dit ?»« Ce que t'es moche, mon pauvre Max, que t'es moche ?» Puis Max a essayé d'entraîner Louis à faire par exemple le chemin de croix dans la cathédrale de Nantes où ils s'étaient retrouvés tous les deux. Et alors Max qui disait, tu vois cet être pétri d'azur, qui connaît les étoiles et les cheveux de ta tête, il est là comme un déménageur avec un piano sur le dos. Puis après il disait, allez monte-toi le coup sur les souffrances du Christ, puis tu verras ta littérature. Dans un salon littéraire parisien, il rencontre un autre fils de cordonnier breton, Jean Guéhenno, et surtout André Malraux. Mais question de milieu, là encore, il n'est pas à l'aise et il reste étranger à ce sérail. Guilloux, dans ses carnets, raconte cette chose extraordinaire. Quand il débarque à Paris, il se met à fréquenter le salon des Halévy. Oui. Bon, salon littéraire, mais mondain, quoi, en même temps. Et Halévy lui dit un jour, ah ben Guilloux, expliquez-moi ce que c'est que d'avoir faim. Et Guilloux, j'ai jamais eu faim, enfin bon, quand même, j'étais pauvre, mais pas au point d'avoir faim. Et Guilloux raconte ça à Pia, qui était, à l'époque, il se voyait donc à cause du sang noir. Et il dit, qu'est-ce que tu aurais répondu à ma place? Et Pia, qui était super anard, nihiliste, individualiste, lui dit, je ne me serais jamais mis dans ce cas-là. C'est pourtant à ce même Daniela Lévy qu'il envoie le manuscrit qu'il vient d'achever, La Maison du Peuple. Et c'est Guéhenno justement qui s'enthousiasme. Il m'est tout à fait impossible de juger ce livre-là comme un autre. Ce que je puis faire, c'est garantir l'absolue probité du témoignage, l'extraordinaire vérité du récit. Le roman retrace l'âpre lutte menée par François Quéré, le cordonnier, et ses camarades, pour se construire un lieu où ils pourront se réunir. Le livre est dédié à son père, à sa mère, à tous leurs camarades, fidèlement. Je voulais signifier d'abord mon appartenance absolument garantie, n'est-ce pas, pour l'éternité, avec ce monde-là, le monde de mon père. D'accord, n'est-ce pas? Ça, c'était réglé. Voilà qui je suis, carte de visite. En 1953, Albert Camus en préface la réédition et l'ardeur de ses propos éclaire la profondeur des liens qui unirent ensuite les deux hommes. La pauvreté laisse à ceux qui l'ont vécu une intolérance qui supporte mal qu'on parle d'un certain dénuement autrement qu'en connaissance de cause. J'admire et j'aime l'œuvre de Louis Guilloux qui ne flatte ni ne méprise le peuple dont il parle et qui lui restitue la seule grandeur qu'on ne puisse lui arracher, celle de la vérité. Il a voulu toujours rester de son milieu, de cette révolte tout de même, parce que La Maison du Peuple, c'est tout de même un livre de révolte. Il a senti dans sa famille, cette famille très modeste de travailleurs et tout ça, il a senti ce qu'il était, d'où il venait, et l'injustice du monde. Moi, je vais vous dire une chose, l'injustice du monde, je l'ai découverte dans Guilloux. Parce que moi aussi, j'étais un petit bourgeois imbécile.
Je le suis du reste peut-être toujours, j'en sais rien. Mais brusquement, en lisant Guillou, j'ai découvert ce monde-là. Je ne l'ai plus vu de la même façon. Il m'a rendu présent, vivant, ce monde-là. C'est-à-dire ce monde qui est exploité, ce monde d'exploité. Le roman lui vaut une bourse, grâce à laquelle il fait construire à Saint-Brieuc la maison où il écrira désormais tous ses livres. Là-haut, dans le vaste bureau, par-delà les toits, d'un côté il y a la mer et de l'autre, le cimetière. Je pense qu'il m'a appris à regarder les choses. Et c'est un être très complexe finalement, Guillou, très complexe. Hein. On ne peut pas le définir exactement, sauf comme un artiste, ça j'en suis certain, bien sûr. Avant tout, c'est un artiste. Or, qu'est-ce que c'est qu'un artiste? C'est quelqu'un qui ne voit pas la réalité comme les autres, à mon avis. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui voit dans l'apparence du monde ce qu'il y a derrière et qu'il faut rendre, et qu'il faut restituer en quelque sorte. Alors c'est ça qu'il m'a appris, oui. Les marches de la faim. Ces images-ci lui rappellent celles d'hier, celles des processions, celles des mutineries, celles des mutilés de la Grande Guerre. À côté des carnets qu'il ne cesse de tenir, il achève le dossier confidentiel, où il fait dire à Laurent qui ira volontairement se faire tuer au front. La guerre n'est pas un contraire ni un moment, mais une suite, comprenez-vous? L'homme est le même dans la guerre et dans la paix, et le monde est le même, c'est-à-dire pourri. Non, non, je ne crois pas aux circonstances. Sauf pourtant qu'elles m'ont permis de comprendre plus tôt un monde qui, sans elles, ne serait encore resté longtemps caché. La seule manière de s'équilibrer à l'absurde, écrira-t-il, c'est de travailler. Et là, il travaille sans relâche, comme il a vu faire son père, comme un artisan à part entière, pour tenter d'exorciser ces fantômes qu'il sent revenir. Là-haut, dans cette espèce d'extraordinaire, je sais pas, chambre, bibliothèque qu'il y avait tout en haut de sa maison à Saint-Brieuc, il y avait toujours dans un coin une superbe pierre, un superbe galet qui avait été ramassé sur une des plages de Saint-Brieuc, qui était le galet noir, je le vois toujours ce galet, où il m'a dit, tu vois, regarde, ça c'est la pierre sur laquelle mon père assoupissait les cuirs avec son marteau. Et après on retrouve, je ne me souviens plus si c'est dans les carnets ou quelque part, où il dit que son père, ça faisait du bruit, le marteau, et que les voisins, plusieurs fois, on les a chassés parce que il tenait à ça de façon essentielle. À la pierre, au cuir, au marteau. La langue française, c'était très important. Et de bien la manier, et de bien l'écrire, et d'être très précis. Il est très précis dans son écriture. Il cherche toujours à tourner autour des phrases et des mots pour arriver au plus proche de la vérité. Et comme la vérité était quelque chose qui fuyait et qui fuit, enfin en tout cas, Guillou était trop lucide pour ne pas comprendre qu'on ne tient pas la vérité comme ça. Alors il y a cette écriture qui s'enroule, comme d'ailleurs s'enroule le jeu de patience, etc. Comme l'histoire, elle aussi, s'enroule sur elle-même, car les élections allemandes jettent les gens sur les routes, et c'est maintenant l'Europe entière qui se mutile. Les hommes contre les hommes, à nouveau les cortèges d'innocents. Avec des camarades, il s'occupe de venir en aide à ces gens-là, trouver du pain, du travail, des chaussures, éviter le pire. Il puise aux matériaux vivants de ces hommes de nouvelles images qu'il compare à celles de la guerre de 14. Le malheur présent décuple son énergie pour achever l'écriture du sang noir. Personne n'est entièrement sourd, dit-il à Moka. Il existe un langage, pour ainsi dire, de la peau et du sang, par où le secret du secret se transmet de l'un à l'autre avec une sûreté infaillible, révélant dans un monsieur quelconque le battement angoissé d'un cœur. C'était le sang noir de la guerre récente. C'est aussi le sang noir qui est dans nos veines quand on respire. N'est-ce pas? Le mouvement de la circulation, il y a le sang rouge et il y a le sang noir qui n'a pas reçu encore l'oxygène.
Ce que moi j'ai essayé de montrer dans ce personnage, c'est une espèce de croisement, si vous voulez, n'est-ce pas, de l'intemporel et de l'historique. Il est un homme au monde, mais il se trouve qu'il est au monde dans les années 1917, quand il aborde la vieillesse, et que c'est une époque difficile. Et à ce moment-là, alors tout se trouve conjuré contre lui. Le monde le refuse, il refuse le monde, et ça éclate. Et voilà. Je crois qu'au fond, ce que je voulais signifier, si c'est vrai, ça a été conservé dans l'adaptation, c'est l'impossibilité d'un homme donné de durer dans une forme héritée telle qu'elle était encore, n'est-ce pas, en 1917, où tout casse. Ah, dis donc, j'en connais un qui doit être content. Tu vois de qui je veux parler? Lucien Boursier, le fils du censeur. Il est venu me voir hier, ici. Il plaque tout pour rejoindre Lénine. Lénine, mais dis donc, quand ils vont apprendre ça, les autres, ils vont en faire une gueule. Lénine. Demain, l'Angleterre. Après-demain, la Finlande, la bête Kronstadt, Saint-Pétersbourg. Il me parlait d'un homme nouveau. Les Édens sociologiques, les paradis humanitaires, qu'il attend d'avoir 40 ans, puis d'être fait cocu par la femme qu'il aime, et on en reparlera de l'homme nouveau. T'y crois, toi, Cloporte, à l'homme nouveau? Le romancier creuse tellement en lui-même pour sculpter ses personnages que le Louis Guillou qui remet son roman à l'éditeur paraît avoir pris 10 ans en quelques mois. Malraux écrit « Chacun vit de sa folie, et l'unité de cette folie est l'obsession de l'auteur, l'inépuisable confrontation, celle de l'homme et de sa souffrance. » Et Gide ajoute « Ce que j'aime dans Le sang noir, c'est qu'il offre de quoi perdre pied. » Le succès du livre lui vaut de devenir le secrétaire du Congrès mondial des écrivains antifascistes. Pasternak est arrivé avec la délégation soviétique. Il avait une tête extraordinaire, une présence, une ovation, l'a accueilli, enfin, comme j'en ai rarement vu, même jamais d'autres de ma vie. Enfin, plusieurs minutes de bravo, j'avais toute la jeunesse du Front populaire qui était là, dans le palais de la Mutualité. Et il a commencé l'allocution, dont je me souviens très bien comment il a commencé, c'était « La poésie est dans l'herbe ». Ça a été les premiers mots. Ensuite, il faudrait retrouver les documents pour savoir ce qu'il a dit. Mais ce dont je suis certain et garant, c'est que cette allocution très brève s'est terminée par ces mots « Et maintenant, camarades, il faut faire quelque chose pour rendre la vie plus légère. » Il projette d'écrire la suite du Sang noir, le roman de l'homme nouveau, et accompagne Gide en URSS. Il acceptait l'invitation qu'on lui faisait, mais il avait demandé à pouvoir désigner quelques amis qu'il appelait des entraîneurs. J'étais en Russie un mois et on a été très bien accueillis comme des princes par des boyards. On avait des repas formidables, on bouffait du caviar, on buvait de la vodka, c'était très bien. On n'a pas dessoulé, en somme. Et là, j'ai pas la tête très politique, et je n'ai rien vu, n'est-ce pas? Quand nous étions en Russie, ça a été les grands procès qui ont commencé. On n'en a rien su. Ça a été Franco. Rappelez-vous les grandes dates du Front populaire. 14 juillet, la grande manifestation, le serment renouvelé, etc. Nous savons. 18 juillet, Franco. En même temps, les grands procès à Moscou. Ça faisait beaucoup de choses. Ironie, méfiance, pudeur. Il a toujours refusé de s'expliquer sur ce sujet, mais ce séjour marque un tournant dans son œuvre
puisqu'il n'écrira jamais le roman de l'homme nouveau. Aragon lui offre de diriger la page littéraire du journal Ce Soir. Mais lorsqu'il lui enjoint de réfuter les accusations que porte Gide dans son retour du RSS contre le système soviétique, Guillou refuse de prendre parti. Quoi qu'il pense, il ne trahit pas. Du coup, Aragon se fâche, il perd sa place à Ce Soir et rejoint Saint-Brieuc, où l'attend la tragédie des Espagnols qui ont fui le franquisme. À nouveau, Louis Guillou est solidaire. Il souffre. Il pleure. Consuelo, je vais vous lire un passage émouvant. C'est Louis Guillou qui se rappelle 15 ans après votre arrivée. Et ce passage est assez émouvant. Hein. Vous voyez, alors je commence. Je viens de me payer la plus belle crise de sanglots à laquelle il me soit arrivé de céder depuis bien longtemps. C'était en relisant les épreuves de mon journal sur les réfugiés espagnols. Le sujet dont je parle m'a toujours été sensible. Un jour de ce temps-là, j'avais découvert dans ce camp infect dont je parle un enfant nouveau-né. Il y avait à peine 8 jours que cet enfant était au monde. La maman s'était laissée renvoyer de la maternité avant les délais prescrits par les règlements. N'était-elle pas pauvre, étrangère, sans défense du fait que nous avions tout ignoré d'elle, mais si gentille et d'un si beau sourire? Je la revois couchée sur la paille, couverte d'un amas de haillons bien pâles et les cheveux défaits, allaitant son petit enfant. Autour d'elle, c'était la misère du camp, le malheur, le froid, le vent, le toit crevé à travers lequel passait la pluie. Il attendra plus de 30 ans pour retracer à travers l'histoire de Salido, le franc-tireur, la complexité de cette époque. Le bilan est amer. D'une part, ses pires pressentiments se réalisent. D'autre part, il se retrouve personnellement dans une situation d'échec bien connue. Comme en 1918, il veut être utile. Mais comme en 1918, on ne veut pas de lui. Du coup, il redevient un étranger dans sa propre ville. S'il soutient la cause des résistants, la lumière du moine Brieux s'éteint et la fontaine qui porte son nom se tarit. Seule l'écriture peut l'aider à se reconnaître. Il passe alors de la chronique du jeu de patience au récit du pain des rêves, dont il dira: Le pain des rêves a été écrit au plus noir de l'occupation. Que pouvait-on faire d'autre en 1941 qu'un livre de pauvreté toute nue? Un retour aux souvenirs d'enfance. Et comment conjurer la nuit hostile et froide, sinon en recréant la chaleur du foyer? Je doute qu'aucun amour vaille celui des pauvres. Nous savions que cet amour-là n'était possible qu'à l'intérieur d'une certaine catégorie, qu'il n'était propre qu'à certains êtres vivant dans des conditions définies, les nôtres, qu'au-delà de nos frontières, il perdait non seulement sa vertu, mais devenait incompréhensible et honni. Oui, nous savions. Et peut-être même était-ce ce que nous savions le mieux, que cet amour tirait sa plus grande force du fait qu'ailleurs, nous n'étions pas aimés. Le livre, qui est un acte de résistance, obtient en 1942 le prix Populiste. Je crois que Guillou a palpé la douleur, il en a été crucifié, la douleur qui pesait sur l'homme. Mais en même temps, il avait l'impression, il disait quelquefois, mais les hommes sont en grande partie responsables de leur malheur. Et il y avait une espèce de rage contre ce malheur. Et ce qui, dans la condition humaine, dépendait, dans la douleur, directement de l'homme, de ses comportements, de ses sottises ou de ses vices peut-être, je ne sais pas quoi, qu'il était extrêmement, en même temps très, très humain. Il disait un jour, c'est parce que nous sommes tous misérables, tous dans la même nuit, dans la même attente et dans la même angoisse,
que nous sommes réellement frères et sans péché. Il écrivait ça en 1935 à mes parents. Il y avait donc à la fois une compassion extrême et une extrême compréhension de l'homme, mais en même temps une impatience à soulever cette chape de plomb. Il s'arrête et il me dit imagine que l'art n'existe plus. Il n'y a plus de tableaux, il n'y a plus de livres, il n'y a plus d'écrivains, il n'y a plus rien. Eh bien, l'homme ne saurait pas où il est, l'homme ne saurait pas où il va. Et puis après, il reprenait la conversation. Et c'est une phrase qui m'a beaucoup frappé, d'abord parce que c'est vrai que c'était des choses extrêmement justes, dites d'une façon extrêmement simple, parce que c'est ça qui caractérisait Guillou. Guillou, une autre fois, il me dit, je me souviens, est-il nécessaire d'écrire ce que j'écris? Non. Mais puisque j'écris, la question n'a pas de sens. À la Libération, interprète auprès des troupes de l'armée américaine, il note dans ses carnets tout ce qu'il voit. Il attendra 30 ans pour rendre compte dans OK Joe de ce qu'il perçut alors. L'événement était là, et j'y étais moi-même, mais étranger. Il y a eu le mal absolu, mais ce qu'il a pressenti avant-guerre est, il le voit, en passe de se réaliser. La société du libérateur sera encore plus impitoyable que celle qu'on connaissait autrefois. Il refuse les honneurs et un ralliement à un parti quelconque pour retourner à l'écriture du jeu de patience. Je voulais me laisser aller et dire ce que je savais dans toute la simplicité dont je serais capable. Et comme on le fait quand on parle à son voisin sur le pas de sa porte, par-dessus le mur de son jardin. Son refus global de tout assujettissement le marginalise de plus belle. Errance à nouveau, mais il rencontre presque chaque jour ses amis Camus et Malraux. L'amitié, vraiment, c'est une chose qui a compté beaucoup pour lui. Il a été l'ami proche d'écrivains qui sont des phares aujourd'hui. C'est-à-dire, c'était quand même un ami de Malraux, avec une relation qui a été jusqu'au bout. Et un ami de Camus, qui sont quand même deux phares de la littérature, dont on parle beaucoup et dont on lit beaucoup les livres. Et qui l'un et l'autre considéraient que Louis était un grand écrivain. Et pourtant, lui, il n'est pas très connu. C'est pas très juste, hein, ça. À Paris, la grande semaine littéraire. Place Gaillon, les Goncourt se sont réunis pour attribuer leur prix annuel. Vainqueur, Robert Merle, à droite, pour son Week-end à Svidcott. Tandis que son concurrent direct, Louis Guillou, remportait le prix Théophraste Renaudot. Guillaume a vraiment appris une chose, de dire on peut avoir une vision complètement pessimiste de la condition humaine, penser que le monde est horrible, que la vie c'est abominable, qu'enfin, il ne vaut mieux pas de nez, et puis en même temps être très gai, avoir toujours envie de s'amuser, de plaisanter. Il disait il y a ce qu'on croit et il y a le tempérament. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, chaque fois que je voyais Guillou, ce qui me frappait, c'est que, quel que soit l'événement qui se passait, politique, international ou social, c'était juste ce qu'il disait. Il y avait un très bon jugement, qui allait dans le sens moral qu'on aimait en même temps, et jamais ne se trompait. Le jugement était non seulement juste, mais le plus souvent très acéré. Au moment où je lui disais que je vais recommencer d'écrire, il me dit, écoute, je vais te dire une chose, je ne te la dirai qu'une fois. Il faut que tu écrives sans faire de style. Il faut que tu aies des passages gris. Il faut côtoyer son ton de voix. Et moi, j'étais stupéfait parce que c'était exactement la critique qu'il pouvait faire sur ce que j'écrivais. Je savais bien que je faisais trop de style, mais il avait vu ça d'une façon, avec une netteté absolue, et il ne me l'a dit qu'une fois. Je suis rentré dans mon pays barbare et pluvieux. J'y suis bien et mal.
Je voudrais y rester et partir. Je ne sais pas. Tout est difficile et à mesure qu'on vit, plus difficile. Il y a pourtant des recours. Je ne les vois que dans certaines choses délicates, dans certaines présences, dans l'émotion, dans le sens du possible. D'un possible dont il ne suffit pas de contempler les perspectives, mais qu'il faut vouloir, vers lequel il faut faire quelque chose. En général, nous sommes trop paresseux quand il s'agit de notre propre bonheur, et d'une activité dévorante au contraire quand il s'agit de l'inverse. On m'accuse de traverser le monde en aveugle. En réalité, je suis très sensible aux choses. Je ne trouve un commencement d'explication que dans un sentiment très sourd et peut-être très breton du malheur de l'homme mortel. Le monde qui nous entoure est un monde solide. Il reste toujours cette opposition entre cette tragique solidité et la chair. La chair d'un côté, l'esprit de l'autre, l'écartèlement tragique. Il revient sur cette hantise dans les pages d'Absents de Paris, où il rassemble ses réflexions sur ses ambitions littéraires. Humour, légèreté, il se raille même de lui, et met sans complaisance en perspective ce qui inspirait pourtant le jeu de patience. Une fois pour toutes, je supprime toutes les dates. Le temps n'existe pas. Ouais. C'est facile à dire, mais pas facile à croire. Lui qui avait voulu abolir le temps se voit vieillir. Il est dans l'envers des choses. Pourtant, lorsqu'il retrouve ceux qu'il appelle ses frères de nulle part, les réfugiés dans les camps qu'il visite pour le compte des Nations Unies, il semble qu'il se ressource lui-même. Le peuple des réfugiés est un peuple de prolétaires sans patrie. Le spectacle de cette détresse lui insuffle du coup la force d'adapter le sang noir au théâtre. J'ai toujours eu l'amour du théâtre et l'ambition d'être un auteur dramatique, plus jeune que je ne suis, bien sûr. J'ai même commencé par écrire des pièces il y a très très longtemps. Et j'aurais préféré, en somme, le théâtre à toute autre chose, quoique le roman m'a toujours bien attiré. Et alors voilà, il se trouve que ce roman d'où la pièce est tirée par Le Sang Noir, donné d'après moi, d'après les amis qui m'ont parlé, matière à un film. Je rêvais à un film, il n'y a pas eu de film. J'ai rêvé à une pièce, j'ai fait une adaptation. Marcel Maréchal a aimé cette adaptation, il a voulu la monter. Il m'a écrit, on s'est connus, tout s'est arrangé, on est devenus copains, je suis allé à Lyon, et voilà. L'écriture, c'est beaucoup plus qu'une histoire de comédien, c'est comme une espèce de peau, quelque chose qui colle à ma peau, que c'est une aventure absolument inouïe. Mais je me sens comme ça, en totale connivence et fraternité avec le personnage. C'est justement dans l'univers de Louis Guillou, il y a cette place qui est faite au miroir, et dans le miroir, on se voit ou on se voit pas, on se voit déformé, on croit se voir, mais en fait c'est peut-être qu'une illusion. C'est d'ailleurs l'illusion, le thème de l'illusion revient souvent, puisque même Maya, l'illusion, hein, c'est pas par hasard qu'elle s'appelle Maya. Le Grand Prix national des lettres couronne l'ensemble de son œuvre. Fidèle à lui-même, il reste insaisissable. Je suis très content, bien sûr. Je suis entouré d'un tas d'amis et une chose à laquelle je pouvais penser, mais à laquelle je ne m'attendais pas, et qui déplace beaucoup de monde. C'est parfait. Qu'est-ce que vous croyez ? Je crois que pour un écrivain, il est très difficile de parler de son œuvre littéraire, d'autant plus que ce prix récompense une œuvre complète. Parler d'une œuvre, alors, n'est-ce pas, ça voudrait dire qu'il est inutile de l'écrire. Et on ne peut pas expliquer deux fois, n'est-ce pas? Une œuvre, c'est une proposition, un ensemble de propositions. Une fois que c'est fait, vous connaissez la célèbre réponse de Joyce à quelqu'un qui lui dit « Quand vous avez fini un livre, qu'est-ce que vous faites ?» Il répond « Je me fais les ongles ». Le déchirement entre Paris et la province, le présent et le passé,
Autant de fils conducteurs que l'écrivain reprend dans la confrontation pour faire se répondre le plus simplement possible des battements de cœur angoissés. Il y a toujours en moi un grand désir que je ne puis nommer autrement que par ces mots, le désir de Dieu. Faisons la part des choses, changeons le vocabulaire, et on sait de quoi il s'agit. C'est de ce côté-ci des choses qu'il faut se délivrer. Il faut arriver à Dieu délivré. Il n'y a qu'une grande question qui soit vraie, n'est-ce pas, et qui nous intéresse directement. Ça n'est pas de savoir, en somme, c'est ce que j'ai dit avec le sang noir, qu'est-ce que c'est que la vie, mais qu'est-ce que nous pouvons en faire? La réponse, c'est autre chose que ce qu'on en fait. Et là, alors, le champ du possible est immense. Son dernier roman paraît en 1978 et la voix de Coco est celle de tout le monde. À force de travail, Louis Guillou est parvenu à écrire comme on parle, côtoyant son propre ton de voix jusqu'à atteindre la simplicité la plus parfaite. Je n'ai de morale que l'amour de la vie, conclut-il. Il meurt au mois d'août à Saint-Brieuc et une foule immense l'accompagne en terre. L'herbe d'oubli qui déroute celui qui la foule en recouvrant les vestiges du passé, donne son nom à l'ultime manuscrit sur lequel il travaillait et qui paraîtra à titre posthume. Écoute, tu m'as contraint à faire ce que je ne voulais pas faire, à reparcourir tous mes chemins perdus, à retrouver au fond de moi-même tout ce que je croyais y avoir enseveli, comme on ensevelit les morts. Tu nous as provoqués l'un et l'autre à une fausse résurrection, d'où pour ma part j'ai conçu un nouvel effroi. Reprends ce trésor que voilà. Celui dont tu parlais n'est qu'en toi-même. Taisons-nous désormais. Ne mettons pas trop les points sur les i.